David Bongard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du bureau de l'Organisation internationale de la francophonie à Bucarest. Depuis un peu plus de 24 heures, Bucarest a sa place de la francophonie. Mais on parle, pour des gens qui ne savent pas toujours exactement de quoi s'agit-il quand on parle de la francophonie, parce que quand on a fait un sondage parmi les Bucarestois, ils imaginent que la francophonie, c'est un rapport, ça parle des rapports entre la Roumanie et la France, alors que ce n'est pas ça. Alors tout d'abord, je vous remercie de m'inviter et je salue votre initiative de créer une émission francophone sur Radio France Internationale Roumanie. Et je salue par la même occasion l'ensemble des auditeurs de votre radio. Alors en effet, la francophonie, c'est plus que simplement la France, bien que la France soit un partenaire extrêmement important dans notre organisation. Nous avons, depuis le dernier sommet de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, aujourd'hui 55 États et gouvernements membres, ainsi que 20 pays observateurs. Alors, je nomme bien États et gouvernements parce que c'est une des spécificités de notre organisation. Sachant que, également, des gouvernements, tels que le gouvernement du Québec, le gouvernement de la Communauté française de Belgique, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, sont également membres de notre organisation, ce qui en fait une spécificité, parce que d'autres organisations internationales n'acceptent pas les gouvernements, mais simplement les États. Donc, c'est un espace de solidarité internationale dont nous avons la langue française en partage, qui s'occupe d'un certain nombre de préoccupations que les États et les gouvernements ont décidé de s'occuper en commun. Alors il y a un certain nombre de domaines, la démocratie, la paix, les droits de l'homme, bien entendu, la langue française, la diversité linguistique, mais également l'éducation, la jeunesse et bien d'autres domaines. Et à Bucarest, vous êtes présent depuis quelques années déjà. Racontez-nous un peu votre expérience avec la Roumanie. Alors, en ce qui concerne l'OIF d'abord en Roumanie, bon, comme vous le savez, nous fêtons cette année le 20e anniversaire de l'entrée de la Roumanie. Voilà, on va parler de ça tout à l'heure. Pour l'instant, je voulais qu'on parle un peu de votre expérience. De mon expérience ou de l'OIF? Non, votre expérience. David. Bon, donc tout d'abord, je suis arrivé ici fin 2008. Donc ça fait bientôt 4 ans et demi que je suis en Roumanie. Pays que j'avais déjà découvert par le passé. Je m'étais déjà rendu compte et rendu sur place en 92, en 92, comme on dit chez moi en Suisse, ici en Roumanie, lorsque j'étais jeune étudiant en sciences politiques à l'université de Lausanne, et j'avais été invité par des jeunes Roumains qui s'occupaient d'une revue qui était financée en partie par le Conseil de l'Europe, qui s'appelait Das Haus, la maison de House. Donc une revue qui avait pour but que de jeter des ponts entre la jeunesse, ce qu'on appelait à l'époque les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, afin que s'estompent les rivalités ou les méfiances ou les suspicions qui avaient pu exister de par la guerre froide, afin qu'un dialogue puisse s'établir entre ces deux aires, on va dire, géopolitiques. Depuis lors, bien entendu, j'ai poursuivi ma carrière, bien entendu, et j'ai été nommé en 2008 comme le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie pour les pays d'Europe centrale et orientale. Alors, c'est une expérience riche en émotions, en expériences et en rencontres, non seulement ici en Roumanie, mais également dans les autres pays avoisinants. Oui, parce que vous ne couvrez pas que la Roumanie. Non, nous couvrons depuis Bucarest, et c'est ça qui fait aussi que notre organisation joue un rôle important et accompagne à quelque part les efforts aussi que la Roumanie fait en matière de francophonie, soit dans la région ou au niveau international. Nous couvrons 6 pays que sont l'Arménie, la République de Moldavie, la Bulgarie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, l'Albanie et j'en oublie. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la Roumanie reste quand même le pays le plus francophone de la région, ou pour vous ce serait diplomatiquement incorrect de parler de ça ? Non, j'ai eu à le dire à vos collègues, d'ailleurs, l'année passée, je crois, que la Roumanie et la République de Moldavie restent toujours ce qu'on appelle les fers de lance de la francophonie en Europe centrale et orientale. Alors, il est vrai que c'est à géométrie variable. Il y a des poches de francophonie qui sont beaucoup plus développées, sans au niveau géographique, mais aussi au niveau, on va dire, de social. Et ça reste quand même un pays extrêmement francophone. Simplement, bon, quelques chiffres. Le dernier rapport sur la langue française de l'Observatoire de langue française qui a été présenté lors du dernier sommet de la francophonie parle de plus de 4 millions de locuteurs ici en Roumanie, soit des locuteurs totaux ou partiels. Donc ça veut dire qu'un Roumain sur 5 parlerait
ou comprendraient le français. Tout à fait. D'après ce rapport-là, c'est le cas. Je le rencontre moi-même dans ma vie quotidienne aisément. Bien entendu, il n'y a la difficulté lorsqu'on est dans un pays où la langue française n'est pas l'apanage des rues, c'est de détecter la personne qui parle le français lorsqu'on s'adresse soit dans un hôtel, soit dans le taxi et autres. Mais je constate à plusieurs reprises des Roumains qui souhaitent s'exprimer en français, mais malheureusement, un certain nombre de francophones d'abord s'expriment dans une langue autre, une langue partenaire, avant de s'exprimer en français, et des fois frustre un tout petit peu la prise de parole de nos amis roumains en français. Vous avez dit que la Roumanie fête cette année, en fait, 20 années de francophonie. C'est la première organisation internationale que la Roumanie a rejoint. C'était au printemps 93 que la Roumanie a rejoint la francophonie. La deuxième organisation, c'était le Conseil de l'Europe en octobre 93. Donc 20 ans plus tard, comment on peut mesurer la francophonie roumaine? Et tout d'abord, qu'est-ce qu'on prépare cette année? Parce qu'on a eu un mois de la francophonie très riche, mais on voit que le mois de la francophonie s'est prolongé également. Alors, permettez-moi de vous corriger un tout petit peu. La première organisation internationale à laquelle la Roumanie a adhéré, c'est bien entendu les Nations Unies, qui est la première organisation. Non, mais je dis après 89. Après 89. On parlait d'après 89, oui, tout à fait. D'accord. Non, en tant que pays libre. D'accord, très bien. Oui, donc il est vrai que pour la Roumanie, adhérer au Conseil de l'Europe et à la francophonie servait à quelque part de se rapprocher de cette Europe continentale et d'autres pays de la scène internationale qui n'étaient pas rattachés à ce qu'on appelait à l'époque le pacte de Varsovie ou d'autres pactes qui avaient encore cours, mais qui étaient encore, on va dire, qui étaient disons, un peu évanescents ou en train de se déliter. Pour la Roumanie, je crois que c'était important que de se rapprocher d'un certain nombre de ces États, mais également des valeurs qui étaient véhiculées par ces organisations-là. Le Conseil de l'Europe a joué un grand rôle en matière de démocratie, en matière d'implantation on va dire de la citoyenneté européenne aussi, des premiers pas. Et je crois que c'était aussi dans l'esprit des anciens présidents, notamment du président Mitterrand, de faire en sorte qu'un certain nombre de pays de la région puissent s'arrimer à cette Europe qui était en pleine construction et qui souhaitait vraiment pouvoir, disons, redéployer son influence dans une partie de l'Europe qui avait été négligée, il est vrai, pendant plus de 40 ou 50 ans. Et cette année, qu'est-ce qu'on fait à Bucarest pour les 20 années de la francophonie? Est-ce que, honnêtement, vous pensez que les actions menées par les autorités roumaines sont à l'auteur de vos espérances? Alors, bon... La francophonie, d'abord, en termes de langue française, ne se mesure pas automatiquement en fonction de ce que font les autorités. Je crois que la francophonie, ça se vit au quotidien, ou en tout cas de manière régulière, par les Roumains francophones ou francophiles. Vous n'êtes pas obligé d'être vraiment un francophone, vous pouvez être francophile et défendre un certain nombre de nos idées, notamment telles que le pluralisme linguistique ou d'autres idées que nous souhaitons mettre en avant. Alors, bien entendu, la Roumanie officielle, j'allais dire, a mis en exergue un certain nombre de points, et je crois que c'est important, ils l'ont fait, mais bien entendu, il y a toujours matière à pouvoir disons, la marge de progression est toujours bel et bien présente, mais je peux que me féliciter des actions qui ont été prises jusqu'à présent par les autorités roumaines, soit par le ministère des Affaires étrangères, soit par rapport à la mairie de Bucarest, ou soit d'autres organisations plus locales, telles que par exemple la Judette de Buzău, qui a permis à un centre francophone culturel de pouvoir bénéficier de locaux pour pouvoir déployer ses activités. Notamment, cet été, il y aura des colonies de vacances francophones qui vont être développées du côté de Buzău. Donc, grâce à la Judette de Buzău, cette organisation, ce centre culturel francophone, dispose maintenant de locaux. Donc, je crois que c'est vraiment de bon augure. Mais tout ça pour dire que la francophonie, en fait, ou les locuteurs de français roumains, c'est à eux de créer leur propre francophonie. Nous ne sommes pas là pour nous substituer à des forces qui existent ici en Roumanie ou à un État. Nous sommes là simplement pour accompagner ou pour rappeler un certain nombre d'états de fait. Vous parliez des valeurs de la francophonie, mais les détracteurs de la francophonie disent souvent que dans la francophonie, il n'y a pas seulement des pays démocratiques. Il y a certains pays où il y a encore des régimes autoritaires. Que répondez-vous? Tout à fait. Alors, écoutez, c'est comme l'organisation des États-Unis, l'organisation des Nations Unies. Vous savez
pertinemment qu'ils ont également une charte en matière de droits de l'homme et que bon nombre des pays qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ne la respectent pas. En ce qui concerne la francophonie, nous avons la déclaration de Bamako et la déclaration de Saint-Boniface qui sont nos deux instruments qui prolongent et qui complètent d'une certaine manière les engagements pris par nos États membres au niveau onusien. Mais il faut reconnaître aussi que un certain nombre d'États ont fait des amendements ou ont fait ont indiqué leur réticence sur un certain nombre de dispositions de nos différents, on va dire, dispositifs institutionnels et législatifs. Maintenant, ce que je souhaiterais dire, et je crois que vous m'interrogez justement au bon moment, c'est que pas plus tard que la semaine passée, une commission s'est réunie à Paris pour pouvoir voir dans quelle mesure est-ce qu'un de nos États membres n'avait pas violé cette déclaration de Bamako. Et nous sommes arrivés à la conclusion que la République centrafricaine a violé la déclaration de Bamako et nous avons décidé que de l'exclure de notre organisation. Et il faut noter que nous sommes une des rares organisations au niveau international à exclure un de nos membres s'il ne rompt de manière violente ou par le coup d'État le processus de démocratie qui règne dans son pays. Donc la République centrafricaine, tout comme l'est par ailleurs Madagascar, mais comme l'a été à l'époque la Mauritanie, a été exclue de notre organisation sur tous les aspects de coopération, que ce soit en matière d'éducation, de jeunesse, de linguistique et autres, à l'exception de la partie politique et des droits de l'homme. Depuis 20 ans, la francophonie s'est élargie vers l'Est de l'Europe. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu quelques petites tensions entre des pays anciens membres de la francophonie qui ont eu l'impression que la francophonie se diluait un peu avec cette ouverture vers les pays de l'Est de l'Europe. Est-ce qu'il y a toujours des tensions entre les vieux membres de la francophonie et les nouveaux membres de la francophonie? Et comment vous le vivez, vous, en tant que directeur de l'OIF à Bucarest? Il est vrai que il y a 20 ans, lorsqu'il y a eu ce processus d'élargissement des pays membres de la francophonie auprès des pays d'Europe centrale et orientale, il y avait beaucoup d'attentes auprès notamment des pays qui ont créé cette organisation-là. Parce que rappelons-le, c'est une création de pays qui vient du Sud. La Tunisie, le Niger, le Cambodge et le Sénégal ont été vraiment les pères fondateurs de cette organisation. Donc, une attente qui a été un peu déçue, il faut le reconnaître, parce que nous pensions que le processus d'élargissement au niveau de l'Union européenne aurait pu être plus rapide et qu'un certain nombre de pays auraient pu également contribuer en matière d'aide publique au développement et notamment aussi auprès de notre organisation pour pouvoir mettre en place des mécanismes de solidarité beaucoup plus renforcés. Or, il est vrai qu'aujourd'hui, seuls 2 pays de la région membres de notre organisation sont membres de l'Union européenne. La Bulgarie et la Roumanie. 2 pays qui, depuis quelques années, souffrent d'une grave crise économique et qui ont de la difficulté à mettre en place une véritable aide publique au développement qui se tourne également vers les pays les plus pauvres de notre espace francophone. Alors, il est vrai que la Roumanie met en place depuis un certain nombre d'années une aide publique au développement, corrigez-moi si je me trompe, envers la Serbie, envers la République de Moldavie, envers la Géorgie. C'est parfait. Et qui sont, à l'exception de la République de Moldavie, le seul pays membre de notre espace. Donc, il est vrai que les pays, on va dire, historiques de notre organisation sont un tout petit peu restés sur leur faim. Mais enfin, c'est qu'un processus. Vous aimeriez que la Roumanie dirige cette aide au développement vers des pays qui sont membres de la francophonie? Alors, il est vrai qu'il y avait des attentes à ce niveau-là, au niveau des pays du Sud, notamment des pays africains, qui pensaient que, justement, de par le fait comme quoi la Roumanie et la Bulgarie intégraient l'Union européenne, allaient disposer de plus de facilités et pouvaient, disons, être plus présents dans un certain nombre des programmes que nous menons, notamment dans les pays du Sud. C'est vrai qu'il y a eu des relations à l'époque du communisme entre la Roumanie et des pays africains. J'ai vu que le ministre des Affaires étrangères, Titus Kodlatsian, voulait redévelopper ces relations maintenant sur de nouvelles bases. C'est un désir que j'ai entendu aussi de la part d'autres ministres, mais qui finalement ne sont pas concrétisés. Comment la
la Roumanie, vous pensez comment la Roumanie pourrait renouer les relations avec économiques, politiques, diplomatiques avec des pays d'Afrique où il y a encore une mémoire de la Roumanie, parce qu'il faut le rappeler, David Bongard, il y a pas mal de gens qui actuellement occupent des hautes fonctions dans ces pays qui ont fait des études en Roumanie dans les années 70-80. Tout à fait, tout à fait. Et je crois vraiment que la Roumanie a une carte à jouer, à la carte de la francophonie africaine à jouer dans l'Union européenne. Et je crois que c'est important. Alors il est vrai, vous l'avez rappelé, que sous le communisme, il y avait énormément d'échanges. Il y avait plus de 4000 coopérants français sous l'ère de Ceausescu dans les pays africains francophones, que ce soit au Congo, que ce soit au Mali, que ce soit en Algérie, que ce soit bien ailleurs. Donc c'était véritablement, on va dire, une force importante de Roumains qui travaillaient. Et l'avantage que vous avez, et que vous avez toujours, c'est que vous n'avez jamais été une puissance coloniale. Donc vous êtes perçu toujours comme un acteur neutre et auprès de vos partenaires africains. Alors, et également, et là, la Roumanie n'a pas cessé son attention par rapport aux pays africains. Il y avait énormément de jeunes étudiants africains qui venaient se former, à Iași surtout, mais également à Bucarest, à Timișoara, à Cluj et bien d'autres pays. Et lors du dernier sommet de la francophonie qui s'est passé, enfin pas le dernier, mais l'avant, il y a quelques années, en 2006, voilà, à Bucarest, la Roumanie a décidé que de lancer un projet, les boursiers Eugenie Ionesco, justement pour auprès des pays du Sud notamment, mais pas uniquement, pour justement renouer avec ce contact-là avec l'Afrique. Et il est vrai qu'on rencontre encore fréquemment des personnes en poste, en vue, qui parlent le roumain. Écoutez, la dernière directrice de l'Agence universitaire de la francophonie qui était ici à Bucarest, qui était malgache, parlait parfaitement le roumain, elle fait sa thèse de doctorat ici dans les années 70. Donc c'est un exemple concret d'une personne qui a appris le roumain dans les années 70, qui est revenue 30 ans après, ici en Roumanie, pour travailler avec l'Agence universitaire de la francophonie, mais il y a bien d'autres exemples. Et je crois que c'est une bonne chose, tout à fait une excellente chose que la Roumanie et la Roumanie francophone s'intéresse plus à l'Afrique. L'Afrique qui est vraiment porteur en termes de langue française, parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons 220 millions plus ou moins de locuteurs dans le monde. Les démographes et les linguistes nous parlent de 500 millions, mais avec une croissance plus qu'exponentielle pour les pays francophones subsahariens. Donc je crois qu'il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là, à tel point que la Roumanie, comme je le disais précédemment, a un rôle à jouer dans l'Union européenne, de par ces relations qui existaient et qui sont encore un peu balbutiants, mais qui, de mon point de vue, mériteraient que d'être renforcées, d'avoir une véritable politique africaine, passerait par un redéploiement peut-être, alors là je me permets de m'immiscer un tout petit peu dans les affaires intérieures du pays, mais un redéploiement du réseau diplomatique en Afrique, parce que votre réseau s'est singulièrement réduit depuis un certain nombre d'années. Je crois qu'il y a plus qu'un certain nombre de pays qui bénéficient d'une représentation roumaine et d'un échange accru en matière commerciale, en matière économique, en matière culturelle. Je crois que ce serait vraiment de bon augure. Voilà. David Bongard, chef du bureau de l'Organisation internationale de la francophonie à Bucarest. La Roumanie a donc désormais sa place, Bucarest a sa place de la francophonie en plein centre-ville, à côté du palais du Parlement. Il y aura, on imagine d'ici quelques mois, probablement une statue de Léopold Sédar Senghor qui sera emplacée là. Est-ce que vous pensez honnêtement que les Bucarestois vont redécouvrir la francophonie une fois qu'elle aura une place et un visage? Alors écoutez, c'est un symbole important, parce qu'il se situe vraiment au cœur même de cette ville, Bucarest, qui est en pleine rénovation, qui est en plein développement, dont l'urbanisme est en train d'être remodifié, et c'est une place stratégique, parce que vous savez bien qu'une cathédrale est en train d'être construite derrière le Parlement. Il y aura probablement un certain nombre de flux de personnes qui vont s'y rendre, qui vont passer par cette place-là, qui vont en tout cas s'interroger sur cette francophonie-là, et en tout cas ça va les permettre justement d'avoir cette idée de pouvoir dire qu'est-ce que c'est cela, et peut-être de s'informer. Maintenant, à nouveau, comme tout symbole, c'est un symbole, ça va pas changer la face de la francophonie en Roumanie, mais ça reste un signe fort, tant pour les Roumains que pour les touristes qui vont passer ici, pour indiquer que la Roumanie est un pays francophone et francophile, et qui s'inscrit
dans cette démarche-là, dans cette utopie, comme le qualifiait récemment encore M. Voltan ici à Bucarest. Il n'y a pas beaucoup de place de la francophonie à travers le monde. Non, bah écoutez, à ce niveau-là, vous êtes vraiment novateur. En Europe, vous serez le premier pays, la première capitale européenne à disposer d'une place de la francophonie. Il existe une place de la francophonie, mais alors bien plus loin, à Québec. Donc voilà, vous ferez peut-être une fois un jumelage, allez savoir. David Bongard, vous avez été journaliste avant d'être diplomate. Est-ce que vous pensez qu'il y a des qualités, des valeurs dans le journalisme francophone? Est-ce que ça existe? Parce que c'est un vieux débat entre le journalisme à la française, francophone, et le journalisme anglais, anglo-saxon, où on peut juste dire qu'il y a du bon et du mauvais journaliste, et tous les autres déclinaisons n'existent pas en fait. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de règles universelles pour le bon journalisme, que vous soyez indonésien, algérien, roumain, suisse ou français ou québécois. Je crois qu'il y a quand même la distinction principale entre les faits objectifs et subjectifs, bien qu'on peut les discuter ces deux termes. Mais enfin, la présentation des faits. Maintenant, je parlerai peut-être d'une spécificité, pas tellement dans l'écriture journalistique, mais dans l'esprit francophone. Un esprit peut-être plus critique, un esprit peut-être plus rationnel de certaines perceptions de la réalité. Et je crois que cela transpire, bien entendu, auprès d'un certain nombre de journalistes francophones qui souhaitent s'exprimer tant sur les ondes, comme on le fait aujourd'hui, ou par écrit ou de manière audiovisuelle. Quand on est suisse et on travaille pour la francophonie, on est comment? On se sent très à l'aise parce qu'on est habitué à la diversité? Je dirais que c'est à quelque part un avantage que d'être suisse dans un contexte tel que la Roumanie. D'une part, parce que ça permet de montrer que notre organisation est variée et que ne se peut s'associer qu'à un unique pays. Et d'autre part, le fait que je suis plurilingue. J'ai eu la possibilité de pouvoir apprendre des langues, mais ma mère est germanophone, mon père est francophone. La vie m'a fait porter vers également la langue anglaise, mais la langue espagnole. Ça vous arrive de parler anglais? C'est pas interdit par la carte du diplomate francophone? Alors, bien entendu, j'ai des amis anglophones qui ont de la difficulté à s'exprimer en français ou en espagnol ou en allemand, donc je me fais un plaisir que de leur parler en anglais. Et pour moi, dans ma vie privée, il arrive fréquemment de parler en anglais, et je crois que c'est une langue comme une autre et qui permet également de pouvoir communiquer. Je crois que l'important, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir dialoguer, de pouvoir jeter des ponts sur une compréhension d'une réalité qui est en perpétuel mouvement et qui se complexifie quand même depuis un certain nombre d'années. Et je crois que sans la possibilité de pouvoir s'exprimer dans au moins deux langues internationales, on est handicapé aujourd'hui, que vous soyez simple citoyen ou journaliste. Je crois que c'est important de pouvoir maîtriser les langues universelles d'aujourd'hui. Donc apprenez des langues étrangères. Apprenez des langues étrangères, si possible des langues à vocation internationale, mais bien entendu, il y en a plusieurs. Hein. On peut parler du portugais, de l'espagnol, du russe, de l'anglais, du français, de l'allemand et bien d'autres. David Bongard, merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation. On se retrouve bientôt sur l'antenne de RFI. Merci à vous.